J'ai vu ma belle-mère glisser quelque chose dans mon verre, alors je l'ai échangé avec celui de son fils. Ce geste discret mais délibéré que j'ai surpris du coin de l'œil a changé ma vie pour toujours. Moi, Aminata, 28 ans, mariée depuis 2 ans à Thomas, je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère, Monique, puisse aller aussi loin dans sa haine sourde envers moi. Depuis le début de mon mariage, elle n'avait jamais caché son mépris. Mais ce soir-là, dans sa villa de Neuilly-sur-Seine, elle avait franchi une ligne que je n'avais pas vue venir. Cette soirée avait pourtant commencé de manière habituelle. Thomas et moi étions arrivés vers 19h pour ce dîner familial mensuel que Monique organisait religieusement depuis des décennies. Une tradition sacrée où elle réunissait ses 3 fils et leurs épouses dans sa salle à manger, aux murs ornés de photos de famille où mon visage ne figurait jamais, malgré mes 2 années de mariage. J'avais appris à accepter ces petites humiliations quotidiennes, ces regards en biais, ces conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Monique, 62 ans, ancienne directrice d'école privée, avait toujours régné sur sa famille avec une autorité froide et calculée. Ses cheveux gris parfaitement coiffés, ses tailleurs impeccables et son sourire pincé masquaient mal son racisme larvé. Elle ne m'avait jamais directement insultée, mais ses remarques sur certaines cultures et ses questions répétées sur mes vraies origines, malgré ma nationalité française, avaient fini par créer une atmosphère toxique que Thomas, aveuglé par son amour filial, refusait obstinément de voir. Ce soir-là, pendant l'apéritif, j'avais remarqué son comportement particulièrement étrange. Elle me fixait avec une intensité inhabituelle, un sourire satisfait aux lèvres, comme si elle savourait déjà quelque chose que j'ignorais. Quand elle s'est dirigée vers le bar pour refaire les verres, je l'ai suivie discrètement du regard. C'est alors que j'ai vu ce geste qui a glacé mon sang. D'un mouvement rapide et précis, elle a sorti un petit tube de sa poche et a versé son contenu dans mon verre de champagne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce qu'elle venait de mettre dans mon verre? Du poison? De la drogue? 1000 scénarios terrifiants se sont bousculés dans ma tête. J'ai réalisé à cet instant que Monique était capable du pire pour se débarrasser de moi. Paralysée par la peur et l'incrédulité, j'ai d'abord pensé fuir, alerter Thomas, appeler la police. Mais quelque chose en moi, une rage froide que je ne me connaissais pas, a pris le dessus. Quand elle est revenue avec les verres sur un plateau, arborant ce sourire hypocrite que je lui connaissais si bien, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Profitant d'un moment d'inattention générale, pendant que les autres discutaient politique, j'ai discrètement échangé mon verre avec celui de Thomas. Si ma belle-mère voulait jouer à ce jeu-là, elle allait découvrir ce que c'était que de s'attaquer à la mauvaise personne. Thomas, mon mari de 32 ans, architecte respecté, était assis à côté de moi, inconscient du drame qui se jouait. Grand, blond, aux yeux bleus, il était le portrait craché de son père décédé, et surtout le chouchou absolu de sa mère. Monique n'avait jamais accepté qu'il épouse une femme noire, même diplômée de Sciences Po et parlant parfaitement français. Pour elle, j'étais et resterai toujours une étrangère qui avait séduit son fils précieux. Le dîner a commencé normalement. Monique servait son gigot d'agneau dominical avec une fierté non dissimulée, multipliant les anecdotes sur ses prouesses culinaires et ses soirées mondaines. Elle évitait soigneusement de me regarder, mais je sentais qu'elle guettait le moment où le produit qu'elle avait versé ferait effet. Ses regards furtifs vers ma direction, ses sourires en coin quand elle pensait que personne ne la voyait, tout confirmait que quelque chose d'horrible était en préparation. Vers 21h30, les premiers symptômes ont commencé à apparaître, mais pas chez moi. Thomas a soudain porté la main à son front, se plaignant d'un mal de tête soudain. Son teint est devenu livide et il a commencé à transpirer abondamment. Monique, qui l'observait discrètement, a d'abord paru surprise, puis franchement inquiète quand elle a réalisé que c'était son fils qui était en train de mal tourner, pas moi. « Thomas, ça va ?» ai-je demandé avec une innocence feinte, tout en surveillant attentivement les réactions de ma belle-mère. Elle était devenue blanche comme un linge et fixait son fils avec une terreur grandissante. Thomas a murmuré qu'il se sentait étourdi, que sa vision se troublait. Les autres convives ont commencé à s'inquiéter, mais moi, je savais exactement ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur de ce que Monique avait planifié.
Ce n'était pas juste un mauvais tour ou une petite vengeance. Elle avait essayé de m'empoisonner sérieusement. La panique dans ses yeux, la façon dont elle se tordait les mains en regardant son fils suffoquer légèrement, tout confirmait la gravité de ses intentions. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. L'état de Thomas s'est rapidement dégradé sous les yeux horrifiés de sa mère. Il avait maintenant des difficultés à respirer et ses mains tremblaient violemment. Monique, prise de panique, s'est précipitée vers lui en bégayant des excuses incompréhensibles. « Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais en parfaite santé il y a 1 heure !» répétait-elle. Mais je voyais bien qu'elle savait exactement ce qui se passait. Les autres membres de la famille, Pierre et Michel, les frères de Thomas, ainsi que leurs épouses Christine et Isabelle, ont commencé à s'affoler. Christine a suggéré d'appeler les secours, mais Monique l'a arrêtée brutalement. « Non, attendons de voir comment ça évolue, ça va peut-être passer. » Cette réaction m'a confirmé qu'elle savait parfaitement ce qu'elle avait fait et qu'elle tentait maintenant de minimiser la situation pour éviter que les autorités découvrent son forfait. Pendant ce temps, j'observais la scène avec un calme olympien qui surprenait tout le monde. « Aminata, tu n'as pas l'air inquiète pour ton mari », m'a fait remarquer Isabelle avec un ton accusateur. J'ai répondu calmement que je restais rationnelle face à la situation et que paniquer n'aiderait personne. En réalité, je savais que Thomas n'était pas en danger mortel, sinon Monique aurait déjà appelé le SAMU. Mais elle lui avait administré quelque chose de suffisamment fort pour me neutraliser. Thomas a fini par s'effondrer sur sa chaise, conscient mais incapable de se tenir droit. C'est là que Monique a craqué. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux hagards et m'a dit d'une voix tremblante « Aminata, il faut que je te parle, seul à seul. » J'ai accepté avec un sourire que j'espérais énigmatique, et nous sommes sortis sur la terrasse qui donnait sur le jardin parfaitement entretenu de sa propriété. Une fois dehors, Monique s'est effondrée. Les larmes aux yeux, elle m'a avoué qu'elle avait mis un somnifère puissant dans mon verre, quelque chose qu'elle avait récupéré de son traitement contre l'insomnie. Son plan était de me faire perdre connaissance pendant le dîner, puis de prétendre que j'avais trop bu et de convaincre Thomas que j'étais alcoolique. Elle espérait que cette humiliation publique pousserait son fils à divorcer. « Je ne voulais pas te tuer », sanglotait-elle. « Juste te ridiculiser suffisamment pour que Thomas ouvre enfin les yeux sur ce que tu es vraiment. » Ce que tu es vraiment résonnait avec tout le racisme qu'elle avait soigneusement dissimulé pendant 2 ans. Pour elle, j'étais forcément une profiteuse, une menteuse, une femme indigne de son fils parfait, et elle était prête à tout pour le sauver de moi. J'ai écouté ses aveux sans broncher, accumulant mentalement chaque détail de sa confession. Puis, avec un calme qui l'a visiblement déstabilisé, je lui ai dit « Monique, vous venez de commettre une erreur monumentale, et pas seulement en empoisonnant votre propre fils. » Elle m'a regardée sans comprendre, s'attendant probablement à ce que je crie, que je menace, que je fasse une scène. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement que j'avais lancé discrètement dès le début de notre conversation. « Tout ce que vous venez de dire est enregistré », lui ai-je annoncé calmement. Tentative d'empoisonnement, préméditation, mobile raciste, tout y est. Son visage est passé du blanc au vert, puis au rouge. Elle venait de réaliser qu'elle s'était piégée elle-même. « Mais ce n'est pas le pire », ai-je continué en remettant mon téléphone dans ma poche. « Ce qui va vraiment vous faire mal, c'est quand vous allez découvrir qui je suis réellement et ce que vous venez de déclencher. » Monique me fixait maintenant avec une terreur grandissante, comprenant qu'elle avait sous-estimé son adversaire. Ce qu'elle ignorait, c'est que je ne suis pas juste Aminata, la petite épouse discrète qu'elle méprisait depuis 2 ans. Je suis Aminata Diallo, magistrate au tribunal de grande instance de Paris, spécialisée dans les affaires pénales. J'ai passé les dernières années à envoyer en prison des personnes coupables exactement du même type d'infraction qu'elle venait de commettre. Et contrairement à ce qu'elle pensait, j'avais parfaitement conscience de son hostilité depuis le début, mais je gardais mes distances par respect pour Thomas. « Magistrate » ai-je précisé devant son air perdu. « Juge d'instruction, plus précisément. Celle qui décide si les affaires pénales méritent d'aller devant un tribunal. Et devinez quoi, Monique ?
Tentative d'empoisonnement. C'est passible de 15 ans de prison selon l'article 221.5 du Code pénal. L'information a mis quelques secondes à pénétrer son cerveau. Puis, elle a littéralement vacillé. Nous sommes rentrés dans la salle à manger où Thomas allait un peu mieux, aidé par ses frères qui lui faisaient boire de l'eau. En voyant sa mère totalement décomposée, il a demandé ce qui s'était passé sur la terrasse. Avant que Monique puisse inventer un mensonge, j'ai pris la parole. « Ta mère a quelque chose d'important à vous dire à tous, n'est-ce pas, Monique ?» Elle m'a regardé avec des yeux suppliants, espérant que j'aie pitié d'elle. Mais après 2 ans d'humiliation quotidienne, après ce qu'elle venait de me faire, après avoir découvert l'étendue de sa haine, la pitié était le dernier sentiment que j'éprouvais. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un que vous respectiez par politesse a franchi toutes les limites? Partagez en commentaire comment vous avez réagi. Le silence dans la salle à manger était assourdissant. Tous les regards étaient braqués sur Monique, qui tremblait comme une feuille, puis sur moi, qui affichait un calme imperturbable. Thomas, malgré son état encore fragile, sentait qu'un drame majeur était en train de se jouer sous ses yeux. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Aminata te regarde comme ça ?» a-t-il murmuré, sa voix encore affaiblie par les effets du somnifère. Monique ouvrait et fermait la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Elle savait qu'elle était acculée, que chaque mot qu'elle prononcerait maintenant pourrait être retenu contre elle devant un tribunal. Pierre, l'aîné de la fratrie, a fini par perdre patience. « Bon sang, qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux? On dirait que vous venez de voir un fantôme. » C'est là que j'ai décidé de lâcher la première bombe. « En fait, votre mère vient de m'avouer qu'elle avait versé des somnifères dans mon verre ce soir. » Un silence de mort a suivi ma déclaration. Christine a étouffé un cri, Michel s'est figé, et Thomas m'a regardé avec des yeux ronds, comme s'il n'arrivait pas à traiter l'information. « C'est impossible, » a balbutié Thomas. « Maman ne ferait jamais ça. Tu délires, Aminata. Tu es en train d'accuser ma mère de tentative d'empoisonnement. » Sa loyauté envers sa mère était si ancrée qu'il préférait croire que j'inventais plutôt que d'accepter la réalité. Mais je m'y attendais. Monique avait passé 32 ans à se construire l'image de la mère parfaite, et il était impensable pour Thomas qu'elle puisse être capable d'un acte si vil. Malheureusement, j'ai échangé nos verres au dernier moment. Ai-je continué calmement. « C'est pour ça que c'est toi qui as bu le cocktail que ta mère m'avait préparé. » Thomas a regardé son verre vide, puis sa mère, puis moi, et j'ai vu le moment exact où la vérité a commencé à faire son chemin dans son esprit. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Son malaise soudain, l'attitude bizarre de sa mère, mon calme anormal face à sa détresse. Monique, voyant que le mensonge devenait impossible à maintenir, a tenté une dernière manœuvre désespérée. C'était juste pour qu'elle s'endorme un peu. Je voulais qu'elle se ridiculise, pas la tuer. Elle me pourrit la vie depuis qu'elle est entrée dans cette famille. Son aveu public a provoqué une explosion de réactions. Christine et Isabelle ont poussé des exclamations d'horreur. Pierre a juré entre ses dents, et Michel s'est levé si brusquement qu'il a renversé sa chaise. Mais c'est la réaction de Thomas qui m'a le plus touchée. Mon mari, cet homme doux que j'aimais profondément malgré son aveuglement, s'est tourné vers sa mère avec une expression que je ne lui avais jamais vue. « Tu as essayé d'empoisonner ma femme ?» Sa voix était méconnaissable, chargée d'une douleur et d'une colère que je ne pensais pas possible chez lui. Ma propre mère a essayé d'empoisonner la femme que j'aime? Monique s'est effondrée sur sa chaise, réalisant enfin l'énormité de ce qu'elle avait fait et surtout de ce qu'elle était en train de perdre. « Thomas, mon chéri, tu ne comprends pas. Cette femme n'est pas pour toi. Elle ne sera jamais des nôtres. J'ai voulu te protéger. » Mais ces mots sonnaient creux, maintenant que la vérité était exposée au grand jour. « Me protéger ?» a explosé Thomas en se levant malgré sa faiblesse. « En empoisonnant ma femme, en la droguant, tu appelles ça me protéger ?» Il chancelait encore, mais sa rage lui donnait une force nouvelle. « Tu sais quoi, maman? Pendant 2 ans, j'ai refusé de voir ce qu'Aminata essayait de me dire. J'ai fermé les yeux sur tes remarques, tes attitudes, tes petites méchancetés. Je me disais que c'était juste de la jalousie de belle-mère, que ça passerait avec le temps. » Pierre et Michel regardèrent leur mère comme s'ils la découvraient pour la première fois. « Maman, comment as-tu pu faire ça ?» a murmuré Pierre, visiblement choqué.
Droguer quelqu'un, c'est un crime. Tu pourrais aller en prison pour ça. Isabelle hochait la tête, horrifiée, pendant que Christine essuyait ses larmes de saisissement. C'est là que j'ai décidé de révéler la seconde partie de l'équation. Justement, parlons-en de la prison, ai-je dit en sortant à nouveau mon téléphone. Parce que votre mère ne sait pas encore qui elle vient vraiment de défier. J'ai fait défiler mon écran jusqu'à trouver ma carte professionnelle digitale, que j'ai tendue à Thomas. Surprise, chérie, ta femme n'est pas juste diplômée de Sciences Po. Je suis magistrate au TGI de Paris. Le choc sur le visage de Thomas était indescriptible. Il avait toujours su que je travaillais dans la justice, mais j'avais délibérément gardé vague sur mes fonctions exactes. Par discrétion professionnelle d'abord, mais aussi parce que je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour mon statut. « Magistrate » a-t-il répété, incrédule. « Tu es juge ?»« Juge d'instruction », ai-je précisé, spécialisé dans les affaires criminelles. Et ce que votre mère vient de faire, c'est exactement le type d'affaires que je traite quotidiennement. Monique est devenue livide. Elle venait de réaliser qu'elle n'avait pas juste tenté d'empoisonner sa belle-fille, détestée, mais un magistrat en exercice, quelqu'un qui connaissait parfaitement la loi et les procédures judiciaires. Tentative d'empoisonnement aggravée par préméditation et mobile discriminatoire. Aïe, ai-je énuméré calmement. Article 221.5 du Code pénal, 15 ans de prison maximum. Plus les circonstances aggravantes, actes commis au sein de la famille, usage de subterfuges, et j'ai même l'enregistrement de tes aveux avec le mobile raciste clairement établi. Chaque mot tombait comme un couperet sur l'assemblée médusée. Thomas m'a regardé avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu étais juge ?» a-t-il demandé. « J'ai voulu que tu tombes amoureux de moi, pas de mon titre, » ai-je répondu sincèrement. « Et puis, je voulais voir si ta famille m'accepterait pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. » Monique sanglotait maintenant ouvertement, comprenant que sa haine l'avait menée droit dans un piège qu'elle avait elle-même tendu. Elle, qui pensait humilier une petite épouse sans défense, venait de s'attaquer à quelqu'un qui avait le pouvoir de détruire sa vie. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages et likez si vous croyez en la justice. La révélation de mon véritable statut a transformé l'atmosphère de la soirée de façon radicale. Pierre et Michel regardaient alternativement leur mère effondrée et moi, réalisant progressivement qu'ils avaient assisté à un crime en direct. Christine s'est approchée de moi avec respect. « Nous sommes désolés, Aminata. Nous n'avions aucune idée de ce que maman tramait, ni de qui vous étiez vraiment. » Son ton avait complètement changé, passant de la politesse distante habituelle à une déférence marquée. Thomas, encore sous le choc de la double révélation, s'est assis lourdement. Dire que pendant 2 ans, j'ai défendu maman quand tu me parlais de ses attitudes. Dire que j'ai fermé les yeux sur ses remarques déplacées. Il a regardé sa mère avec un dégoût croissant. Tu as essayé d'empoisonner un magistrat, maman. Tu réalises ce que ça signifie? Tu as franchi la ligne rouge. Monique, sentant que la situation lui échappait totalement, a tenté une dernière manipulation. « Thomas, mon chéri, je suis ta mère. Tu ne vas quand même pas choisir cette femme contre moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Mais ces mots ont eu l'effet inverse de celui escompté. Thomas s'est levé et lui a fait face avec une détermination que je ne lui connaissais pas. « Cette femme, comme tu dis, est ma épouse, et apparemment, c'est aussi quelqu'un d'infiniment plus respectable que je ne l'imaginais. » Il s'est tourné vers moi avec des yeux brillants d'émotion. « Aminata, je te présente mes excuses les plus sincères. Pour mon aveuglement, pour ma lâcheté, pour avoir laissé ma mère te traiter ainsi pendant 2 ans. Tu es magistrate, et moi, j'ai laissé ma famille te manquer de respect. » Ce qui s'est passé ensuite m'a profondément ému. Michel, le plus discret des 3 frères, s'est approché de moi et m'a tendu la main. « Madame la juge, permettez-moi de vous présenter mes excuses au nom de toute la famille. Nous aurions dû intervenir depuis longtemps face au comportement de notre mère. » Pierre a suivi, puis Isabelle et Christine. En quelques minutes, j'ai reçu plus de marques de respect de la part de cette famille qu'en 2 années de mariage. Mais c'est Monique qui m'intéressait le plus. Voyant que même ses propres fils se rangèrent de mon côté, elle a commencé à paniquer vraiment.
Qu'est-ce que vous allez faire » m'a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Vous allez me dénoncer, me faire arrêter ?» La peur dans ses yeux était palpable. Cette femme qui m'avait méprisée pendant 2 ans réalisait maintenant que son sort était entre mes mains. J'ai pris mon temps avant de répondre. « Monique, vous venez de commettre plusieurs infractions graves. Tentative d'empoisonnement, c'est un crime. Avec préméditation et mobile discriminatoire, c'est aggravé. Si je voulais, je pourrais déposer plainte dès demain matin, et vous seriez en garde à vue avant midi. » Elle s'est mise à trembler de plus belle. « Mais, ai-je continué, je ne suis pas seulement magistrate. Je suis aussi l'épouse de votre fils, et malgré tout ce que vous m'avez fait subir, je n'ai pas envie de détruire cette famille. » Thomas m'a regardé avec stupéfaction. « Tu ne vas pas porter plainte ?» m'a-t-il demandé. « Après ce qu'elle t'a fait ?» J'ai souri tristement. « Je pourrais. Et professionnellement, je devrais probablement le faire, mais je préfère une autre solution. » Je me suis tournée vers Monique qui pendait à mes lèvres. « Vous allez vous faire soigner. Thérapie psychologique obligatoire pour travailler sur vos préjugés racistes et vos tendances manipulatrices. Et deuxièmement, ai-je continué, vous allez présenter des excuses publiques. Pas seulement à moi, mais à tous ceux devant qui vous avez tenu des propos déplacés sur mon origine pendant ces 2 ans. » Monique a hoché la tête frénétiquement, prête à accepter n'importe quoi pour éviter la prison. « Et troisièmement, vous allez respecter mon mariage et ma place dans cette famille. Plus jamais de remarques, plus jamais d'exclusion, plus jamais de manque de respect. » Pierre s'est éclairci la gorge. « Et si elle ne respecte pas ces conditions ?» J'ai souri. Dans ce cas, j'active immédiatement la procédure judiciaire. J'ai l'enregistrement de ses aveux, des témoins et les preuves médicales de l'empoisonnement de Thomas. Ce sera une affaire en béton. Monique a pâli encore davantage si c'était possible. Thomas s'est approché de sa mère avec un mélange de dégoût et de pitié. « Maman, tu as de la chance qu'Aminata soit plus généreuse que toi. À sa place, après tout ce que tu lui as fait subir, je t'aurais déjà fait arrêter. » Il s'est tourné vers moi avec admiration. « Comment fais-tu pour rester si calme, si mesuré après ça ?»« C'est mon métier, » ai-je répondu simplement. J'ai l'habitude de gérer des situations de crise et des personnalités difficiles. Et puis, j'ai regardé Monique qui pleurait silencieusement. La vraie justice, ce n'est pas toujours la punition. Parfois, c'est donner à quelqu'un une chance de devenir meilleur. Ces mots ont semblé toucher même Monique, qui m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude mélangée à de la honte. Michel a secoué la tête avec incrédulité. Dire que nous avons une magistrate dans la famille depuis 2 ans et qu'on ne le savait même pas. « Aminata, pourquoi avoir gardé le secret ? Parce que je voulais être aimée pour moi-même, ai-je expliqué. Et aussi parce que je voulais voir le vrai visage de cette famille. Mission accomplie, ai-je ajouté avec un sourire ironique qui a fait rougir tout le monde. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère surréaliste. Monique s'est excusée platement, promettant de suivre toutes mes conditions. Thomas n'a pas quitté mon côté, me regardant avec un respect nouveau et une culpabilité évidente. Ses frères et belles-sœurs ont multiplié les attentions, comme s'ils voulaient rattraper 2 années de négligence en une soirée. Quand nous sommes repartis vers minuit, Thomas était encore sous le choc. « Je n'arrive pas à croire que ma propre mère ait pu faire ça », répétait-il dans la voiture. « Et je n'arrive pas à croire que je ne t'ai jamais demandé exactement quel était ton travail au tribunal. » Il m'a pris la main. « Aminata, je te promets que plus jamais personne ne te manquera de respect en ma présence. Plus jamais. » Les semaines qui ont suivi ont transformé ma relation avec la famille de Thomas de façon spectaculaire. Monique a respecté sa parole et a commencé une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les problématiques de racisme et de manipulation familiale. Le changement n'a pas été immédiat, mais j'ai commencé à voir des signes encourageants lors de nos rencontres suivantes. La première fois qu'elle m'a vraiment regardé dans les yeux pour me présenter des excuses sincères, j'ai su que quelque chose avait fondamentalement changé. « Aminata », m'a-t-elle dit lors du dîner familial suivant, « je réalise aujourd'hui que mon comportement était inadmissible. Pas seulement ce soir-là, mais pendant ces 2 années. J'ai laissé mes préjugés et ma peur du changement dicter mes actions, et j'ai failli détruire ma famille pour ça.
ce qui m'a le plus surprise, c'est la sincérité dans sa voix. Cette femme qui m'avait méprisée pendant si longtemps était en train de faire un vrai travail sur elle-même. Sa thérapeute lui avait fait comprendre que son racisme venait de sa propre insécurité et de sa peur de perdre le contrôle sur la vie de ses fils. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais prisonnière de mes propres limitations, m'a-t-elle confié plus tard. Thomas, de son côté, a complètement changé d'attitude. Il s'est mis à s'intéresser véritablement à mon travail, me posant des questions sur mes affaires, mes responsabilités au tribunal. Comment ai-je pu être mariée à un magistrat pendant 2 ans sans m'y intéresser davantage, se répétait-il souvent. Cette nouvelle curiosité pour ma vie professionnelle nous a énormément rapprochés. Il a également commencé à faire ses propres recherches sur les discriminations que subissent les femmes noires en France, lisant des livres, regardant des documentaires. « Je veux comprendre ce que tu vis au quotidien, même les choses que tu ne me dis pas pour me protéger », m'a-t-il expliqué. Cette démarche m'a profondément touchée, car elle venait entièrement de lui. La transformation la plus remarquable s'est produite lors d'une soirée chez ses collègues architectes, 3 mois après l'incident. Un de ses associés a fait une remarque déplacée sur les quotas dans la magistrature, insinuant que ma nomination devait quelque chose à ma couleur de peau. Thomas s'est levé immédiatement et a remis l'homme à sa place avec une fermeté qui m'a surprise et émue. Ma femme est magistrate parce qu'elle est diplômée de Sciences Po avec mention très bien et qu'elle a réussi le concours de la magistrature, a-t-il déclaré devant toute l'Assemblée. Si tu as un problème avec ça, c'est que le problème vient de toi, pas d'elle. Le silence qui a suivi était éloquent, et j'ai vu dans les yeux de Thomas une fierté et une protection que je n'avais jamais vues auparavant. Pierre et Michel ont également évolué dans leur façon de me considérer. Pierre, le plus traditionnaliste, m'a même demandé conseil pour une affaire juridique concernant son entreprise. « J'aurais dû te consulter depuis longtemps », m'a-t-il dit. Avoir une magistrate dans la famille, c'est une chance, pas un problème. Michel, de son côté, a commencé à m'inviter à ses événements professionnels, me présentant avec fierté comme « ma belle-sœur, juge d'instruction ». Christine et Isabelle se sont transformées en véritables alliées. Elles ont admis qu'elles avaient toujours trouvé le comportement de Monique déplacé, mais qu'elles n'osaient pas intervenir. Nous pensions que c'était à Thomas de gérer sa mère, m'a expliqué Christine. Nous n'avions pas réalisé que notre silence était une forme de complicité. Maintenant, elle n'hésite plus à recadrer Monique si elle dérape. L'évolution la plus touchante a été celle de ma relation avec Monique elle-même. 6 mois après l'incident, elle m'a demandé de l'accompagner à une conférence sur l'inclusion dans sa ancienne école. « J'aimerais que tu parles de ton parcours aux élèves », m'a-t-elle proposé. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre des témoignages comme le tien. Voir cette femme qui m'avait détestée me demander de devenir un modèle pour les jeunes a été un moment de réconciliation profonde. Au tribunal, mes collègues ont été impressionnés quand je leur ai raconté l'histoire. « Tu as géré ça avec une maestria remarquable », m'a dit le président du tribunal. Transformer un crime en opportunité de réconciliation familiale, c'est exactement l'esprit de justice que nous devrions tous avoir. Cette reconnaissance professionnelle de ma gestion de la situation m'a conforté dans mes choix. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette épreuve a révélé des forces que je ne soupçonnais pas chez Thomas. Il est devenu un véritable partenaire, conscient des enjeux liés à notre différence, et un défenseur actif de notre couple face aux préjugés extérieurs. « Tu m'as appris que l'amour ne suffit pas », m'a-t-il dit récemment. « Il faut aussi du courage, de la lucidité et de l'action. » Aujourd'hui, 1 an après cette soirée dramatique, notre famille recomposée fonctionne mieux que jamais. Monique continue sa thérapie et fait des progrès constants. Elle m'inclut naturellement dans les conversations, me demande mon avis et a même accroché une photo de notre mariage dans son salon. « Je suis fière de toi », m'a-t-elle dit lors du dernier dîner familial. Et je suis fière que Thomas ait choisi quelqu'un d'aussi fort et généreux. Cette histoire m'a appris que parfois, les épreuves les plus terrifiantes peuvent devenir des opportunités de croissance extraordinaires. Monique pensait me détruire, mais elle a finalement permis à toute notre famille de grandir et de se construire sur des bases plus solides et plus vraies. Quand je repense à cette soirée où j'ai vu ma belle-mère glisser quelque chose dans mon verre, je me dis que parfois, les plus belles victoires ne sont pas celles où on écrase l'adversaire,
mais celles où on réussit à le transformer en allié. La justice, ce n'est pas toujours punir. Parfois, c'est donner une seconde chance et créer les conditions d'une réconciliation authentique. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages. Vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci. Abonnez-vous et activez les notifications pour entendre d'autres histoires de résilience et de transformation.